Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, ça va être une nouvelle série où je vais vous parler du tissu conjonctif. Donc là, on va voir les bases, vraiment les notions à connaître, notamment en mécanobiologie, parce que dans les vidéos suivantes, quand on verra comment l'os il s'adapte, comment les ligaments et les tendons ils s'adaptent, comment tout ça s'adapte, il faudra connaître ces notions-là parce que je reviendrai pas dessus après. Là, je vous ai mis juste dans cette diapo la définition histologique et anatomique d'un fascia, ok, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Et alors bien évidemment, vous pouvez retrouver ce fichier PDF dans le Discord, vous avez le lien dans la description. Et ensuite, on va parler nomenclature. Et en fait, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est juste ça. En fait, en gros, de manière générale, on a les tissus conjonctifs. Dans les tissus conjonctifs, on a le système facial. Et dans le système facial, on a les fascias. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par abus de langage, et même moi dans les vidéos, quand je dirai le mot tissu conjonctif, des fois ça sera pour désigner du fascia. Pourquoi? Parce qu'en fait le tissu conjonctif, c'est tout ce qui dérive du tissu mésenchymateux embryonnaire, et par exemple le sang, c'est du tissu conjonctif. Et nous, moi je vais pas parler du sang ici, ok? Donc c'est juste pour que ça soit clair. Ensuite, quand on parle du système facial, en fait on peut organiser les différents éléments en fonction de leur densité et en fonction de leur alignement directionnel. Donc c'est-à-dire que là, c'est plutôt là c'est dense, là c'est régulier, et en fonction, on a différents tissus. On a par exemple, voilà, là on a le tendon, là on a le ligament, ça va nous intéresser. Là par exemple, on a le fascia intramusculaire, voilà, c'est juste pour dire que en fonction de là où il a une organisation qui est un petit peu différente. Maintenant, on va voir la composition du tissu conjonctif. Donc, on va être pareil. Le but, c'est d'être rapide sur ces notions. Donc, on a deux composants. On a les cellules et la matrice extracellulaire. Les cellules, ça représente 5% en gros du volume total des fascias. Si on zoome dans les cellules ici, la plupart des cellules, en gros, ça va être des fibroblastes. Et c'est ça qui va nous intéresser, nous, tout au long de cette série vidéo. Et ensuite, on a la matrice extracellulaire. Elle est composée de deux parties. On a ce qu'on appelle la substance fondamentale, où on retrouve de l'eau qui va être liée par des protéoglycanes. Et ensuite, on a des fibres. Et dans les fibres, on a surtout des fibres de collagène. Et on peut avoir de l'élastine. Voilà. Et en gros, là, vous avez donc une idée de la composition du tissu conjonctif. Ensuite, le fibroblast, donc c'est la cellule la plus importante dans le tissu conjonctif. Alors, elle représente énormément, c'est la cellule la plus représentée, mais en fait, au final, dans le tissu conjonctif, elle représente pas grand-chose. Donc, le fibroblast, lui, il répond aux contraintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de la contrainte que vous allez appliquer, il va répondre d'une manière différente. Donc, par exemple, quand on applique de la tension, notamment dans le tendon d'Achille ici, donc on tire ici, on tire ici, il va s'adapter. Il va répondre, donc il va s'adapter en faisant, en synthétisant du collagène, notamment aligné, comme dans les tendons ici. Ensuite, il réagit à la compression, donc notamment ce qu'on retrouve au niveau des ménisques ou des articulations. Et il réagit aussi au cisaillement. Donc ça, c'est les trois types de contraintes qu'on retrouve au niveau du tissu conjonctif. Donc il réagit, il répond aux contraintes, mais en plus il s'adapte aux contraintes. Donc en gros, en réponse à de la tension, à de la traction, les fibroblastes ils vont sécréter du collagène de type 1 et ils vont produire une enzyme qui s'appelle la lysyloxydase. Mais en gros voilà, ça va donner une matrice de collagène qui va être alignée et rigide. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Quand le fibroblast il va être soumis à de la compression, il va produire des protéoglycanes. Donc en gros, on va avoir une protéine comme l'acide hyaluronique et des glycosaminoglycanes comme la chondroïtine ou le sulfate de kératine. Et en fait, ça va capter de l'eau. Et en gros, on va avoir une diminution de l'alignement des fibres de collagène et une augmentation de l'eau dans le tissu. C'est ce qui se passe au niveau du cartilage. Et ensuite, si on applique du cisaillement, bah en fait, les fibroblastes ils vont produire des protéoglycanes et des substances lubrifiantes au bord du tissu, donc à ce niveau-là, là où on a la lubricine ici, ce qui donne une matrice de collagène qui contient une plus grande quantité de liquide au bord du tissu pour lubrifier le mouvement. Donc en gros, par exemple, ici, là il y a du cisaillement, donc il faut que ça glisse, donc il va s'adapter en lubrifiant en fait les parties qui vont être en contact. Donc voilà, c'est comment le fibroblast il s'adapte aux contraintes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si vous avez un fibroblaste
au niveau d'un tendon ou d'un ligament, si vous appliquez de la compression sur ce fibroblaste, vous allez activer des gènes qui vont se mettre en fait à former du cartilage par exemple. C'est ce qui peut se passer aussi dans les tendinopathies calcifiantes. En gros, le fibroblast, lui, il répond à un type de contrainte. Dans les tendinopathies, pareil, on peut avoir une formation de fibrocartilage, parce que on va avoir une désorganisation de la matrice de collagène, il va y avoir plus d'eau, et il va y avoir des phénomènes de compression dans le tendon, et ça peut générer du coup du fibrocartilage. Parce qu'en fait, il sait pas ce qu'il doit faire, hein, le fibroblast. Lui, il est là, il vit sa vie, et c'est juste, on applique une contrainte, et il répond. C'est ce que... Il y a une phrase du docteur André Ospina, bon, je le cite beaucoup lui en ce moment, qui dit en fait voilà que la force c'est le langage des cellules, et le mouvement c'est notre façon de leur parler en fait. Donc, voilà, il répond aux contraintes. Et pareil, là où on retrouve des forces de cisaillement, bah en fait, on va avoir une activation de certains gènes, et en fait, ces forces de cisaillement, elles sont nécessaires pour maintenir la lubrification entre les tendons et les couches faciales, par exemple. Donc les fibroblastes, ils répondent aux contraintes, ils répondent au type de contraintes, mais aussi à la quantité. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a notre fibroblast, et en fonction de la quantité de contraintes qu'on va lui mettre, il va s'adapter de manière différente. Donc si on lui en met pas assez, bon bah en fait, il va pas faire grand-chose, la flexibilité va diminuer, la force du tissu va diminuer, le tissu va dégénérer, entre guillemets. Si on en met trop, bah là, ça va créer de l'œdème et de la fibrose, pareil, ça c'est pas bon non plus. Ensuite, s'il y a s'il y a assez de contraintes, mais pas assez pour l'adapter, mais assez pour qu'il se maintienne, ben en gros, on va avoir une synthèse et une dégradation qui vont être égales, et en gros, on va avoir une homéostasie au niveau de la matrice de collagène. Si on lui applique une contrainte suffisante et assez régulière, on peut avoir une adaptation de ce tissu, donc il sera plus fort, il permettra un meilleur stockage de l'énergie, et tout ça. Comme en fait, on peut retrouver au niveau de l'hypertrophie musculaire. Quand on fait de la musculation à type d'hypertrophie, ben en fait on a une surcompensation et à chaque fois on augmente le volume musculaire. Ben en fait là on peut augmenter les qualités du tissu conjonctif en l'exposant assez régulièrement à assez de contraintes. Et là, on va finir avec les dernières notions à connaître en mécanobiologie, mais je pense que celles-là, je pense que vous les connaissez. On a la loi de Wolff qui stipule que les tissus conjonctifs denses, alors c'est parce qu'en fait ça s'adresse surtout aux tissus osseux, bah, ils sont capables d'adapter leur morphologie à la charge mécanique. En gros, un os, vous appliquez une contrainte dessus, il va s'adapter. De toute manière, ça on le voit. Par exemple, un os, si vous appliquez pas de contrainte musculaire dessus, en fait, il y aura pas tout ce qu'on peut voir sur un os adulte. Par exemple, un os chez les bébés, ils vont être beaucoup plus lisses. Il y aura pas toutes les tubérosités. L'os, il aura pas été encore façonné par les contraintes que le tissu musculaire applique dessus. Donc il va s'adapter alors il y a les muscles qui vont tirer dessus, il y a la gravité qui va passer dessus, qui va faire qu'il y a certaines trames qui vont être plus denses dans les os. Mais voilà, en gros, l'os, il s'adapte à la contrainte qu'on applique dessus. Et ensuite, on a la loi de Davis, c'est exactement la même chose, mais c'est pour les tissus conjonctifs, où en gros, les tissus, ils tendent à s'adapter au niveau de leur architecture, ils adaptent leur architecture et leur résistance, en gros, aux contraintes mécaniques qu'on leur impose. Voilà, donc il y a une adaptation du tissu osseux et une adaptation du tissu conjonctif. C'est pour ça que le corps il est adaptable, et en fait ça c'est ce qu'on retrouve, ça concerne quasiment tous les tissus du corps humain. Notamment dans le système musculo-squelettique. Hein, parce que quand on parle d'os, bon, bah, on voit les os, quand on parle de tissu conjonctif, ça peut être le tendon, ça peut être le ligament, ça peut être le cartilage, ça peut être le disque intervertébral, ça peut être toutes ces choses-là. Même la peau, en soi, peut s'adapter à la contrainte. Et de toute façon, vous le voyez aussi, hein, la peau elle s'adapte à la contrainte. Hein, quand vous faites de la musculation, des fois, au niveau des mains, vous voyez que la peau elle devient plus dense à certains endroits pour résister justement aux contraintes de la barre. Donc tout s'adapte. Ensuite, on a un phénomène qu'on appelle la mécanotransduction. Donc ça, pareil, ça faut connaître. C'est le processus par lequel l'organisme en fait il va convertir une charge mécanique en une réponse cellulaire. Comment ça marche ? En fait, la contrainte mécanique, ça va stimuler des récepteurs qu'on appelle les intégrines, et par des voies qu'on appelle la voie ROROC ou la voie MAPK, ça va envoyer des signaux au niveau du noyau du fibroblast, et lui, en fonction de ça, il s'adapte. En gros, il sait ce qu'on vient de lui dire, et il va s'adapter, du coup.
Est-ce que je dois faire du collagène? Est-ce que je dois faire un tissu qui doit absorber de l'eau? Et que c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on a le phénomène de durotaxie. Celui-là, en général, on le connaît un peu moins, mais c'est juste qu'en fait, on a un mouvement et une croissance dirigée des cellules, donc notamment du fibroblast, là, en fonction de la variation de la rigidité de leur matrice extracellulaire. Donc en gros, le fibroblast, il va aller, s'il y a un gradient de raideur, un gradient de rigidité, il va aller du côté le moins rigide vers le côté le plus rigide. Voilà. Ça va aussi guider la migration des fibroblastes. Donc en gros, on a le fibroblast qui migre, et après, en fonction des contraintes, il s'adapte. Donc ça, c'est la fin de l'intro. C'est vraiment les notions de base à comprendre. Après, les prochaines fois, on verra quel tissu réagit comment, et notamment, on essaiera de voir en pratique ce que ça veut dire. En fait, en gros, connaître les bases de mécanobiologie pour savoir quelles contraintes mettre, quel type de contraintes mettre, pendant combien de temps, de quelle manière, et tout ça pour pouvoir être capable d'entraîner son tissu conjonctif de la meilleure manière possible. Bon, on s'arrête là pour cette vidéo et on se dit à bientôt du coup. Salut!